Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et tout de suite, notre invité est Pascal Delima, chef économiste de CGI Business Consulting. Bonjour. Bonjour Alexis. Je voulais vous recevoir parce que ce soir, c'est Standard & Poor's, l'agence de notation, qui va révéler la note de la France. L'idée, bien sûr, c'est de noter le niveau d'endettement, les finances publiques de la France et la solvabilité de l'État français. On sait que Fitch, Moody's n'ont pas vraiment dégradé les notes ces derniers mois, mais là, peut-être, ce serait le cas, puisqu'on a 3 000 milliards de dettes, on a le déficit de l'État qui atteint un nouveau record en octobre avec 177,71 milliards d'euros. Le PIB français en baisse de 0,1% au troisième trimestre. Quel est l'état économique du pays? Comment vous le voyez, vous, cette notation pour ce soir? Disons que l'état économique du pays, comme vous l'avez dit, était pas très très bon, évidemment. Lorsqu'on regarde les indices, les indicateurs auprès des décideurs, des directeurs d'achat, on voit effectivement qu'on est dans une situation de ralentissement économique. On voit très bien, même secteur par secteur, dans l'industrie, dans le secteur bancaire, qu'il y a des tensions sur les ressources. On voit très bien que que les carnets de commandes sont pas très bons et qu'en plus, effectivement, il y a eu des mesures de politique publique qui ont gonflé la dette, en particulier à l'époque de la Covid, bien évidemment, mais qui aujourd'hui se soldent aussi du fait de leur arrêt par des faillites d'entreprises importantes. Donc tout cela, un petit peu mélangé, fait un cocktail un petit peu inquiétant, on va dire. Ce qui ne signifie pas que l'économie est totalement dans une situation de morosité absolue, parce qu'en réalité, nous vivons une transformation économique. Donc il y a des acteurs, et Moody's va prendre en compte de cela, bien évidemment, et toutes les agences de notation de façon globale, elles les ont comme critère. C'est pas de considérer uniquement le pays en tant que tel, sa dette, son déficit, etc., mais aussi le fait qu'il y a un processus de transformation numérique, écologique, avec de nouveaux métiers, qu'il y a une destruction créatrice, et que donc la France reste quand même un grand pays de ce point de vue-là, si vous voulez. Donc ça peut être du 17 sur 20 au lieu de 17,5 au lieu de 18, si vous voulez. Mais bon, voilà. On va dire qu'en gros, il y a un risque de downgrading, comme le disent les experts. Mais il y a quand même des perspectives. Il faut rester un tout petit peu optimiste. On va sur le monde de demain petit à petit quand même, il faut le savoir. Donc, le message d'Emmanuel Macron au chef d'entreprise, le réveillez-vous, c'est dans ce sens-là, en fait. Tout à fait. Plutôt que vous ne faites pas ce qu'il faut faire. C'est pas tout à fait, on ne fait pas ce qu'il faut faire. Il y a c'est un petit peu comme le Janus, vous savez, le dieu romain des chemins et des ponts où il a une tête tournée vers l'arrière, une tête vers l'avenir. Bon voilà, si vous voulez, c'est un peu ça l'idée, c'est garder le mieux ce que vous avez fait dans le passé et puis assurer ce nouveau cycle économique via la transition, les investissements écologiques, le numérique, l'IA, etc. Si tant est évidemment qu'on est dans des projets de société, dans des projets de création d'emplois. Il s'agit pas ici uniquement de parler d'un futur où il y aurait de l'automatisation qui supprimerait les emplois, mais au contraire où il y a de la création de richesse, où le PIB va s'améliorer, où d'autres indicateurs vont aussi arriver. Au-delà même du PIB, des indicateurs de bonheur humain, certainement, l'INSEE intègre déjà de nouveaux critères, vous le savez, depuis récemment. Et donc, les agences de notation par rapport à tout ça se réforment aussi, prennent en compte un certain nombre d'éléments. Si on se focalise exclusivement de façon très, très réglementée, un petit peu comme le fameux 3% de déficit de Bruxelles, sur la dette publique et sur le déficit, comme ce sont encore aujourd'hui des indicateurs qui sont très 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 forts et très pondérés par les agences de notation, il y a un petit risque très très léger d'abaissement de la note, mais sans crainte sur l'avenir, puisque comme je vous l'ai dit, elles aussi se transforment, ces agences de notation, et prennent en compte de nouveaux paramètres comme le monde de demain. Ouais, il y a aussi sans doute les nombreuses promesses du ministre de l'économie Bruno Le Maire d'éviter des dépenses. Alors lui, il n'utilise pas le terme d'austérité, mais on voit bien qu'il y a quand même un plan pour faire des économies et de nombreuses économies, et ces promesses-là, puisqu'il les avait reçues à Bercy, pour éviter que la note soit dégradée. Parce que le problème de la note dégradée, c'est que la France s'endetterait à un prix beaucoup moins avantageux. Alors c'est ce qu'on appelle le risque pays. C'est un petit peu compliqué, mais c'est pour dire en gros qu'effectivement, si vous avez une agence qui estime, compte tenu de votre dette ou votre déficit et en surpondérant ces critères par rapport à d'autres qui seraient tout aussi pertinents, comme les avantages comparatifs des pays, et encore une fois, elles y travaillent pour s'adapter au monde de demain. Effectivement, mais si elles prennent encore ces critères traditionnels-là, on risque le risque pays augmente, et donc les taux d'intérêt sur les marchés peuvent augmenter, et donc la dette peut augmenter, et donc ça crée, vous savez qu'on est déjà dans une spirale de dette très très importante. Rappelez quand même aux auditeurs que la
dette, c'est quelque chose de très 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 long terme, hein, et donc par conséquent, on peut s'endetter sur 30 ans et que il n'y a pas de risque pour demain matin, si vous voulez, mais que en gros, c'est l'image du pays, c'est son efficacité de sa dépense publique. Et là aussi, c'est vrai, mais là aussi, il y a des efforts qui sont faits pour améliorer la qualité de la dépense publique, c'est-à-dire de faire des économies sur certaines dépenses et puis d'arriver à faire des dépenses qui aient un retour sur investissement sur le long terme aussi, parce que nous sommes dans un monde complètement contradictoire. On veut de l'écologie, on veut des investissements de long terme, et on veut pas trop s'endetter. Et puis d'un autre côté, il faut que ce soit très rentable à court terme, mais il faut le PIB de demain et d'après-demain pour les marchés financiers où c'est pas compatible avec les investissements de long terme. Donc c'est cet équilibre-là que le gouvernement doit trouver. Et puis il faut pondérer l'importance, je dirais, des agences de notation. Je dirais. Oui, non, ça, bien sûr, elles sont écoutées, mais il n'y a pas qu'elles. Hein. Il y a le FMI, les instances internationales, et puis aussi les investisseurs, hein, absolument, qui font leur choix. Et les investisseurs. Tout à fait. Alors vous parlez du quoi qu'il en coûte, hein, de cette politique pendant le Covid qui a fait que l'État s'est endetté massivement pour soutenir les entreprises. Aujourd'hui, certaines entreprises, qu'on appelle entreprises zombies, doivent mettre la clé sous la porte parce qu'elles auraient dû le faire avant le quoi qu'il en coûte d'une certaine façon. Est-ce qu'on a le prix réel, en fait, le poids de ce quoi qu'il en coûte sur l'économie française, ou est-ce que à la louche on peut dire que ça a coûté tant à l'économie française? Alors on peut, il y a quelques estimations qui sont faites. C'est vrai que il est certain que pendant la période de crise de la Covid, on le voit très bien, hein, sur les faillites d'entreprises en particulier, même d'ailleurs les grandes et les ETI, on retrouve des niveaux de faillite de l'année 2019. Donc ce qu'on peut dire, c'est que pendant la période de crise, ça a quand même sauvé l'économie. Ça, c'est indiscutable, je veux dire. On peut être pour ou contre, c'est même pas de la politique, si vous voulez, c'est une réalité. Donc les mesures ont été efficaces pendant la crise. Le seul problème, c'est l'adéquation de ces mesures avec la réalité économique de certains tissus de l'économie. Et aujourd'hui, une économie qui était sous perfusion ne l'est plus, et on s'aperçoit que les défaillances d'entreprises explosent, notamment dans l'hôtellerie, dans la restauration. C'est vrai aussi dans la construction. Il y a d'énormes inquiétudes sur la construction, le logement neuf. Et peut-être qu'on aurait pu adapter ces mesures politiques, les agender d'une autre façon, en utilisant la politique fiscale, en utilisant peut-être les PGE, les prêts garantis qui ont été développés pendant cette période-là, en les lissant un petit peu différemment pour faire en sorte de faire émerger finalement des tissus économiques rentables, des tissus économiques qui créent des emplois, et pas uniquement sous la période de perfusion Covid. Et parce que là, on s'aperçoit effectivement qu'il y a énormément de défaillances d'entreprises, on s'aperçoit qu'on perd en croissance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on s'aperçoit que les centaines de milliards dépensés finalement ont permis une économie sous perfusion, mais aujourd'hui ne permettent pas de faire en sorte qu'il y ait moins de défaillances d'entreprises. Mais, alors c'est l'antithèse, si c'est vrai qu'il y a des inquiétudes côté défaillances d'entreprises, on n'a pas de croissance, on a les indices PMI des directeurs d'achat qui sont pas très bons, il y a, et ça on le constate sur tous les secteurs d'activité, industrie, automobile, banque, on constate vraiment qu'il y a quand même d'autres investissements qui sont réalisés, qui sont plus les mêmes qu'avant. Et c'est ces investissements-là qui sont celles de la transformation économique que vit la France comme d'autres pays, qui sont pour moi importants et qui font la croissance de demain. Mais dans ce cadre-là, est-ce que la promesse de réindustrialisation, c'est pas une promesse en l'air? Eh oui, c'est une très évidemment qu'il y a un problème parce que on veut réindustrialiser. Bon, très bien, c'est louable. On crée des emplois en France, pourquoi pas. On veut faire beaucoup de Made in France aussi. Il y a des événements récents autour du Made in France, on le sait. On veut également faire des étiquetages davantage Made in France, et on le sait. On sait qu'il y a eu des problèmes à l'époque de la Covid sur les vous vous souvenez, hein, les masques, etc. Les chaînes de production, les chaînes de production. On fait importer des choses de trop loin, etc. Donc on veut tout un peu relocaliser, surtout sur des secteurs aussi importants comme la pharmacie, le médical, etc. Donc, mais le problème de cela, c'est que comme vous tapez sur une période où on veut émettre le moins de CO2, où on veut que tout soit très green, très vert, où on veut que ça coûte cher au début. Et donc, on veut lutter contre l'inflation, mais on veut réindustrialiser, mais ça coûte très cher au début, parce que réindustrialiser, vous n'allez pas réindustrialiser, vous n'allez pas faire revenir Boulogne-Billancourt et Renault comme avant, hein, si vous voulez. On va réindustrialiser avec des véhicules différents, avec des procédés différents, et toutes ces innovations-là coûtent très très cher au début. Donc il y a cet éternel jeu d'équilibriste qu'il faut le faire en économie. C'est ça de l'économie, c'est de l'équilibre, hein, en fait, hein, à trouver pour trouver les bonnes solutions. Donc la réindustrialisation, bien évidemment que c'est positif,
Maintenant, il faut accepter aussi les investissements de long terme qui peuvent avoir des conséquences sur l'endettement, qui peuvent avoir des conséquences sur le déficit, et puis considérer peut-être ces deux indicateurs-là comme secondaires sur le court terme, quoi. On se retrouve tout de suite dans un instant avec Pascal Delima pour continuer de parler de l'état économique de la France et aussi des perspectives, puisque visiblement vous êtes plutôt optimiste. À tout de suite sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve tout de suite sur Sud Radio avec notre invité Pascal Delima, chef économiste de CGI Business Consulting. On parlait de l'état économique macro de la France, du prix du quoi qu'il en coûte, comme vous le disiez, et des perspectives au-delà de la réindustrialisation. Un autre thème qui est vraiment central en ce moment dans tous les débats, que ce soit éthique ou économique, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça implique, l'IA? On a vu récemment le chef de l'État avec de nombreux entrepreneurs, y compris Xavier Niel, lancer un plan français pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça implique pour les entreprises françaises, pour la création ou destruction d'emplois, cette arrivée massive dans nos vies de l'intelligence artificielle? Alors très simplement, en fait, il y a eu deux périodes de l'histoire économique. D'abord, il y a eu une période 1980, l'arrivée de Thatcher-Reagan, la libéralisation du monde économique et l'arrivée d'un tas d'innovations, dont l'intelligence artificielle d'ailleurs, qui n'est pas du tout nouvelle, et qui a plutôt, on va dire, en solde net, pour le dire simplement, plutôt une contribution difficile au début. Ça remplaçait beaucoup les fonctions support, ça automatisait beaucoup de choses dans les entreprises, et donc ça a eu un impact plutôt légèrement négatif sur l'emploi. Mais depuis 2015, 2016, 2017, on constate qu'il y a énormément de création nette d'emplois autour de l'IA, de façon générale autour de toutes les innovations, et donc il y a un impact direct sur l'enrichissement des métiers et sur ce nouveau monde de demain où avec l'IA, les capteurs et d'autres technologies, pour ne pas citer le cloud, etc., vous allez commencer à créer de la valeur pour vos clients, à commencer à créer de nouvelles richesses, et là tout le monde peut s'y retrouver. C'est-à-dire qu'à la fois les fonctions support exercées par les classes moyennes dans les entreprises, mais bien évidemment la création des, on va dire, des top jobs ultra rémunérés, data, etc., vont s'y retrouver dans des effets de synergie complémentaires où tout le monde finalement peut également y trouver sa place avec l'IA. Donc il faut bien comprendre que l'IA n'est pas aujourd'hui dans un schéma de substitution à l'emploi, mais plutôt dans un schéma de complémentarité, d'enrichissement des métiers. Quelques nouveaux métiers vont apparaître aussi, tout ce qu'on entend un peu partout, la data, etc. Et puis derrière, il y a aussi les métiers du numérique, puisque l'IA s'appuie sur la numérisation de l'économie pour se développer. Donc vous avez aussi la possibilité d'être multi-activités, comme on le dit, les slashers, comme si exactement ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est développé il y a une quinzaine d'années aux États-Unis arrive en France. Vous avez aussi la possibilité de travailler de façon beaucoup plus transversale sur plusieurs secteurs d'activité, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le tertiaire, avec vos compétences IA. Vous avez des écoles qui se créent, vous avez des masters qui se créent un peu partout dans les universités. C'est vraiment un vrai changement sociétal, c'est un changement complet sociétal sur tous les secteurs de l'économie, qu'il faut prendre au sérieux avec ses dérives, mais qui sont très bien contrôlées, qui sont très bien régulées, etc., etc. Est-ce que c'est pas aussi la suite logique de la domination des GAFAM, les Google, Amazon, Facebook et autres, qui ont toujours ce temps d'avance? Aujourd'hui, l'IA, on voit, c'est ChatGPT, c'est Microsoft. Absolument. Ça reste les géants américains qui sont à la manœuvre, même si il y a ce plan français pour l'IA. Est-ce que ça va pas encore accélérer la domination économique des entreprises américaines, notamment sur le reste de l'économie mondiale? Peut-être une domination technologique, mais qui en soi, si elle est bien régulée, peut avoir des impacts aussi positifs pour l'Europe. Et l'Europe peut copier aussi d'une certaine façon, j'ai envie de dire, les États-Unis, si tant est que ça a des impacts positifs. Et je crois que c'est le cas. Nous avons aussi maintenant au niveau de l'Union européenne l'IA Act qui arrive. Vous avez aussi au niveau France, tout simplement des commissions qui sont créées pour commencer à réguler. J'aime pas ce terme-là parce que c'est quand même compliqué de réguler de la technologie, mais disons d'avoir des bons principes, de bonnes pratiques, et puis de faire en sorte d'en faire un projet qui permette au collectif d'y trouver des emplois, des richesses, du partage du gâteau, comme on dit. Et surtout pas, et ce serait ça le danger numéro 1, c'est ce qu'on appelle les IA responsives en anglais, c'est les IA responsables, et surtout pas aller dans un des risques de notre société qui est considérable aujourd'hui, c'est effectivement la fin des classes moyennes avec l'IA et l'automatisation des fonctions support, c'est, je dirais progressivement, la fin d'une certaine forme de travail, parce qu'il y a la valeur travail qui y a derrière aussi, et où les gens seraient potentiellement rémunérés via des droits de propriété, des tokens, des crypto
crypto-monnaies, etc. à terme. Ça, il faut faire très attention à ce genre de circuit économique. Jeremy Rifkin l'a déjà dénoncé pour les États-Unis. Il y a eu déjà un démarrage un petit peu inquiétant aux États-Unis, mais qui a complètement été contrebalancé par les régulations des Américains, qui sont très très sérieux sur cette question-là. Et on voit quand même, bon, prenons l'exemple du médical. L'IA, c'est quelque chose d'exceptionnel dans le médical. Si un médecin peut utiliser l'IA comme un outil complémentaire qui l'aide dans son métier, c'est quelque chose de tout à fait riche sur pour lui. Les diagnostics notamment. Les diagnostics, bien évidemment. L'homme est au-dessus de tout cela. L'homme analyse, interprète, pose des questions à l'IA, et c'est pas l'inverse. Si vous voulez, si on fait l'inverse, qu'on commence à mettre en place des protocoles qui remplacent l'humain, c'est là où il y a un souci. Donc voilà, du bon sens un peu partout, et je pense que ça peut être un outil extrêmement complémentaire qui enrichit vraiment la société et qui évite, voilà, qu'on ait à terme un monde à deux vitesses avec des GAFAM ultra puissantes, une économie américaine ultra puissante, effectivement au détriment d'un jeu un petit peu poussif et passif sur les technologies côté Europe. J'espère qu'on n'y va pas. Je ne le crois pas, je le vois pas en tout cas sur le développement des offres qu'il y a, et c'est ça le problème. C'est la question des licornes aussi, hein, ces entreprises de la nouvelle technologie valorisées à plus d'1 milliard, c'est ça. Et elles se sont aussi transformées. Ouais. Vous savez qu'il y a eu une crise l'année dernière, et il n'y a pas si longtemps aussi, ça continue aussi sur des plans de licenciement dans la tech. Vous savez que la big tech aussi a entre guillemets, je dis entre guillemets parce que les milliards sont encore là sur les chiffres d'affaires, mais a souffert entre guillemets avec des plans de licenciement considérables, Twitter et compagnie, et tout l'écosystème de start-up dans le monde. Il y a eu un processus de transformation que les industries ont vécu il y a 40 ans et qu'elles vivent aussi aujourd'hui, où ce processus de transformation, c'est justement, bon, voilà, on a fait un peu, je provoquais, de gonflette pendant 10-15 ans, on se rationalise, on se calme, on revient sur des usages clients et les usages des citoyens, on apporte de la valeur, et les nouveaux métiers arrivent en conséquence de cela. Donc elles-mêmes ont subi un process de rationalisation et le subissent. Justement, à propos des formations des nouveaux métiers, on entend souvent les chefs d'entreprise se plaindre qu'ils n'arrivent pas à recruter, alors qu'on a encore 7% de chômage. Comment expliquer cette inadéquation de l'offre et la demande ? Il y a une inadéquation forte en France des qualifications de l'offre et de la demande, parce que en réalité, on est encore un tout petit peu pas tout à fait avant-gardiste sur les formations. On a encore beaucoup de travail à faire dans les universités, on a encore beaucoup de travail à faire dans la recherche. Il y a des pôles d'excellence en France, attention, mais pas suffisamment. Il y a beaucoup de choses à faire autour de l'ancien terme des pôles de compétitivité qui devraient être aujourd'hui redéveloppés beaucoup plus avec des clusters, et c'est en train de repartir, donc il faut un certain temps pour que ça se remette en place réellement, et les partenariats également avec l'État, les entreprises et les écoles privées, et tout cela prend du temps aussi à se mettre en place. Donc il y a un retard sur le mouvement, je dirais, de prise de conscience de l'intérêt économique pour tous, et c'est cela qui va prendre du temps, je pense. Donc, à mon avis, il y a un cycle qui est en train de s'opérer, et cette inadéquation vient aussi d'un autre facteur, qui est le deuxième aspect, qui est un tout petit peu différent, mais pas si loin que cela, c'est que il y a un problème d'attractivité sur certains secteurs, notamment dans la restauration. Il y a des difficultés sur l'attractivité. Le problème de la rémunération les aussi. Problèmes de la rémunération, les problèmes aussi d'une certaine sociologie, l'envie de se battre, l'envie de réussir, l'envie de... voilà, on est dans une société qui, à mon avis, est un tout petit peu en train de s'endormir légèrement. C'est qu'un avis personnel, et il y a beaucoup à faire aussi sur ce côté du dynamisme aussi un peu personnel, de qu'est-ce qui nous motive le matin quand on se lève, l'envie de se battre, l'envie de travailler, l'envie de... j'ai connu aussi des restaurateurs qui m'ont dit, on a même augmenté les salaires, on a même payé plus que le SMIC, on veut pas venir. J'ai connu aussi des cadres qui disaient nous on n'a pas envie de chercher la tranche supérieure de revenus parce que finalement les impôts après c'est pas motivant. J'ai pas envie de travailler dans ce secteur d'activité là parce que la promotion est trop lente, l'ascenseur social en France fonctionne difficilement, et parce que etc. Donc il y a un tas de raisons: ascenseur social, rapidité de promotion, motivation personnelle, sociologie globale un tout petit peu à mon avis trop axée sur le temps loisir. Qui pêche beaucoup aujourd'hui, et ça nos concurrents américains le savent bien. Ils ont une productivité qui est très différente, ils ont un dynamisme qui est différent. Il n'y a pas que les Américains, il y a aussi les Chinois qui arrivent à toute vitesse, et ça constitue des concurrents tout à fait réels pour nous, quoi.
Et aussi la question de la zone euro aussi. Est-ce que la zone euro peut tenir avec des taux d'endettement tels qu'ils sont aujourd'hui ? Alors, l'endettement n'est pas un élément unique explicatif des situations économiques. Par exemple, les États-Unis sont très endettés, ont un gros déficit, mais ils ont le dollar, c'est vrai. Alors, ils ont le dollar, donc ça forme une économie un peu plus puissante, c'est un peu plus résiliente par rapport au choc. Ils ont aussi une façon de faire de la dépense publique avec une efficacité plus importante, et puis ils ont ce leadership technologique. Nous, en zone euro, effectivement, la seule solution, à mon sens, pour la zone euro, c'est d'arriver à faire qu'on ait une sorte d'États-Unis homogène, avec des marchés unifiés et homogènes, et que l'Allemagne ne soit pas le concurrent de la France sur les appels d'offres internationaux. C'est une aberration totale. Et donc, soit on y va une bonne fois pour toutes aujourd'hui, et pas après-demain. Aujourd'hui, on y va vers une Union européenne, une zone euro, en conséquence de quoi, plus unifiée, plus intégrée, avec, sans parler de la politique de la défense, qui évidemment est un enjeu aussi clé, avec des ruissellements économiques importants. Donc, intégration. Maintenant, c'est le bon moment pour prendre ce cycle économique-là et pour être plus fort et ne pas être dans un schéma un petit peu autoconcurrentiel en zone euro. Absolument. Merci beaucoup, Pascal Delima, d'être venu avec nous sur la question économique. Dans un instant, c'est la culture dans tous ses états. André Berkoff reçoit Laurent Firode, réalisateur, pour la sortie de son film Le Monde d'après 3. C'est dans un instant sur Sud Radio. Restez, il est bientôt 13h. Sud Radio, Poulain sans réserve, midi 13h, Alexis Poulain. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.